C'est vrai que en France, forcément, on attend un peu celui qui va pouvoir gagner le Tour de France. C'était Romain un peu il y a 2, 3 ans quand il était junior. Maintenant, c'est peut-être un peu sur mon dos qu'ils le mettent. Après, voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai assumé le côté sur lequel je voulais performer un jour sur le Tour de France. Forcément, les médias reprennent et puis après tout le monde reprend. Mais bon, c'est vrai que forcément, quand on est français, on est vite associé au Tour de France dès qu'on performe un petit peu. Après, voilà, moi le cyclocross, c'est vrai que j'arrive à bien associer les deux, mais forcément, j'aimerais bien performer sur la route, tout en gardant le cyclocross pour pouvoir préparer mes saisons sur la route. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un vélo podcast spécial, un vélo podcast avec un champion du monde avec nous. Et forcément, pour accueillir un champion du monde, on accueille François Père Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Tu dis pas que je suis champion du Nord, moi? Ouais, champion de Canfin en PVL de la sortie Voilà. du carrefour de l'Arbre. Ça c'est vrai, ça. Personne n'a battu mon temps encore. Personne, ouais, mais t'es le seul à l'avoir fait en même temps, donc c'est pour ça. Le petit point d'essence, est-ce que la petite est arrivée? Non, toujours pas. Bientôt. On attend la future championne. Paris-Roubaix, le 7 avril. On sait très bien que tu réserves la naissance pour cette date là. Voilà. Bon, un champion du monde qui est avec nous. Bah alors, c'est pas seulement un champion du monde. Il est aussi champion d'Europe, il est aussi champion de France, il est vainqueur de la Coupe du Monde. Ça, c'est en cyclocross. Il est pour toi ce titre de champion du monde. 12 ans après le sacre de Clément Venturini, c'était en 2011. Voilà un nouveau champion du monde junior français, Léo Bizio, 17 ans l'Auvergnat, qui va célébrer devant tout un public. Bravo champion, bravo. Léo Bizio, champion du monde. Retenez bien ce nom, Léo Bizio. Salut Léo. Bonjour à tous. Bon, merci d'être dans Vélo Podcast, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Sache que François Pierre parle de toi depuis de nombreuses semaines et avant même ton titre de champion d'Europe en cyclocross en junior que tu as eu cet hiver, il parlait déjà de toi. Il dit tiens, ça serait bien qu'on invite Léo dans Vélo Podcast. C'était pendant la Coupe du Monde. Après on s'était dit tiens, on va laisser passer quelques semaines. Bon, entre temps t'étais champion d'Europe, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde. Ouais, bah je suis déjà très content d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai que cette saison de cyclocross a été plutôt riche, donc je suis plutôt très content de cette saison et puis maintenant, j'ai hâte de faire une bonne saison sur la route. Ouais, on a hâte, hein. On a hâte de t'entendre déjà dans Vélo Podcast, de te revoir aussi sur la route, ça va arriver. Déjà, est-ce que ton titre de champion du monde, est-ce que tu t'en es bien remis? Est-ce que comment t'as géré un peu les nombreuses sollicitations que tu as eues après ce titre? Parce que forcément, quand tu deviens champion du monde en cyclocross en France, on n'a pas trop l'habitude. Forcément, t'es directement exposé au grand jour. Oui, c'est sûr que ça m'a mis, on va dire que j'ai eu le téléphone qui a pas mal sonné. C'était un peu compliqué pour moi de gérer ça parce que je suis vite parti en stage en Espagne en fait avec AG2R Citroën U19 et donc du coup j'avais pas vraiment le temps en fait de répondre à tout le monde et c'est pour ça que Valentin m'a bien aidé, l'équipe pro m'a bien aidé avec cet attaché de presse du coup qui gère un peu pour moi et qui me décharge toute cette partie qui a pris du coup maintenant pas mal de place. Ça me dérange pas vraiment, j'arrive à bien gérer donc voilà. Mais si c'est pour le fait que j'ai réussi à bien couper après le cyclocross et puis après le championnat du monde, oui, j'ai eu le temps de bien me reposer et puis voilà, j'ai pu reprendre l'entraînement tranquillement début mi-mars pour être prêt pour Gambével Games ce week-end. Un Français qui performe en cyclocross, c'est assez rare chez nous quand même. J'ai l'impression que même ton nom, on l'a encore associé au Tour de France. J'ai vu les titres, hein, l'équipe, je crois les interviews que tu as données. On a retenu vraiment que le côté route. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour toi ça? Ouais, c'est vrai que en France, forcément, on attend un peu celui qui va pouvoir gagner le Tour de France. C'était Romain un peu il y a 2, 3 ans quand il était junior. Maintenant, c'est peut-être un peu sur mon dos qu'ils le mettent. Après, voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai assumé le côté sur lequel je voulais performer un jour sur le Tour de France. Après, voilà, c'est forcément les médias reprennent et puis après tout le monde reprend. Mais bon, c'est vrai que forcément, quand on est français, on est vite associé au Tour de France dès qu'on performe un petit peu. Après, voilà, moi, le cyclocross, c'est vrai que j'arrive à bien associer les deux, mais forcément, j'aimerais bien performer sur la route, tout en gardant le cyclocross pour pouvoir préparer mes saisons sur la route.
FP, vas-y, si tu veux Ouais. enchaîner avec Je crois que t'avais une Léo, question. parce que c'est vrai que il nous a parlé du Tour de France, on a retenu ça des interviews. C'est un peu le raccourci qu'on fait tout le temps en France. Ouais, c'est un peu Allez, frustrant parce un que champion, franchement, au Tour de cyclocross, quand on voit en Belgique la culture qu'ils ont, tu vois, même avec Van Der Poel, Van Aert, t'as des fans de cyclo, tu vois. T'as pas forcément des fans de route. Et je trouve ça en France, on manque de ça. On a connu Clément Venturini qui est dans la même équipe que toi, enfin, en tout cas, au niveau pro. Mais c'est vrai que tu vois, on met pas beaucoup en avant, alors qu'en cyclocross, c'est quand même une discipline à part. T'as une saison, et voilà, on a un champion du monde, d'Europe, et au final, on parle vraiment encore sur route. C'est pour ça que moi, je trouve que ça me frustre. Ah, c'est pour ça que je voulais savoir un peu pour toi aussi. Ouais, c'est sûr que oui, forcément je gagne en cyclocross et puis après on m'associe directement à la route. Après c'est vrai que bah là en fait j'ai gagné un championnat du monde en cyclocross, donc forcément ça m'a vraiment révélé au grand public. Mais après j'avais quand même fait troisième d'un championnat d'Europe en junior 1 sur la route, mais j'avais pas eu cette exposition que j'ai eue aux médias et c'est vrai que du coup on m'a associé tout de suite au cyclocross alors que voilà j'ai quand même je fais quand même de la route à côté, je fais pas que du cyclocross. Je vais rappeler quand même ce que tu as fait sur la route, notamment l'année dernière, tu l'as dit, médaille de bronze au championnat d'Europe junior. Tu fais 4e de l'Imbugé Val Romé Tour à moins d'une minute de l'Allemand Emil Herzog qui remporte cette course. Emil Herzog qui lui est déjà parti pratiquement à la Bora, il fait juste une passerelle avec la Hagens Berman cette saison. Léo, l'objectif, notamment l'Imbugé Val Romé Tour. Moi, je vais m'attarder un petit peu sur cette course parce que c'est une course qui a notamment révélé. Tu as parlé de Romain tout à l'heure, c'est Romain Grégoire où il s'était bagarré avec Lenny Martinez et Sian Wijzebroek. Bon, tu m'excuseras de la prononciation. Je crois que on va avoir besoin de quelques années pour bien le prononcer. Mais cette course-là, est-ce que c'est une course qui peut être un révélateur pour toi, en tout cas un vrai objectif cette année de la gagner cette course? Ah oui, clairement. Avec l'équipe, ce sera vraiment notre gros objectif de cette année. Donc, on va articuler mon programme un peu pour arriver vraiment en forme sur cette course. L'année dernière, j'ai pu la découvrir et quand même bien performer. Moi, je fais 4. Il me semble que Maxence doit faire 6 et Noah doit faire 8. Donc, on était vraiment tous placés au général. On avait fait une grosse semaine de course. Et c'est sûr que cette année, j'ai envie de bien faire sur cette course et ce sera vraiment le gros objectif de la saison. Léo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver quand même, il faut le dire. C'est quoi ton profil? Alors moi, je suis un grimpeur. J'aime bien les bosses de plus de 15-20 minutes. Voilà, en junior, c'est quand même assez rare. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des arrivées en haut d'école. Après avec le cyclocross, ça me fait aussi travailler l'explosivité, une qualité que j'ai pas forcément et que j'arrive à bien travailler. Donc voilà, mais sinon non, je suis plutôt un grimpeur. Donc tu aimes la montagne, tu es à l'aise en cyclocross. Il y a un profil, il y a un secteur où t'es pas bon ou comment ça se passe le punch, non, ça doit le faire avec les relances en cyclocross, tu dois le travailler aussi. Tu reprends sur Gandevel Games ce week-end dimanche, donc ça veut dire que tu es à l'aise sur les pavés, que tu aimes les pavés aussi, non? Ouais, bon alors ce week-end il y a pas non plus énormément de pavés, hein. Il y a juste le Kemmel qui est en pavé. C'est déjà pas mal. L'année dernière j'ai pu faire Tour des Flandres sur les pavés. Je m'y étais bien plu justement, donc ouais, j'aime bien les pavés. Après peut-être pas de là jusqu'à faire Roubaix, mais bon. Tu parles à un gamin du carrefour de l'Arbre, attention quand même. Oui, c'est pour ça que ça me fait rire. Non, après, non mais je peux comprendre que si un grimpeur n'aime pas Paris-Roubaix, c'est logique, tu vois, ça monte pas assez, c'est tout plat, il y a que du pavé, mais ça reste une super course, tu vois. Non, c'est sûr, c'est une super course et ouais, pour justement, je suis quand même un grimpeur, mais j'aime bien diversifier, puis essayer de faire tout type de course. Voilà, cette année, je vais notamment faire 3 jours d'Axel, une course aux Pays-Bas assez plate, avec un chrono. Donc voilà, on essaye vraiment avec l'équipe de me faire diversifier, de faire pas mal de types de courses. Donc voilà, moi de mon côté, je travaille aussi pas mal le chrono. J'essaye de bien travailler la position pour voilà, passer un cap aussi à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'en France, tout le monde voudrait qu'on gagne le Tour, mais personne fait du chrono à l'entraînement, donc un peu compliqué. Intéressant ça, François Pierre.
Exactement, c'était justement une question d'un auditeur de Vélo Podcast qui est fan d'AG2R et qui voulait te poser comme question, est-ce que tu travailles déjà le chrono régulièrement et comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu estimes que tu as un bon chrono? Est-ce que tu estimes que tu as encore des progrès à faire? Quel est ton style là-dessus? Alors c'est vrai que moi je le travaille vraiment beaucoup. Pour rien cacher, j'essaye là d'en faire à peu près 3 à 4 fois par semaine. Donc ça commence à faire pas mal. Je fais des sorties jusqu'à 3 heures en vélo de chrono. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye vraiment avec mon entraîneur Alexandre Paco de bien le travailler, puisque j'aurai notamment comme premier objectif la course de la paix, où il y a un chrono au bout de la deuxième étape. Donc voilà, pour pouvoir espérer une place au général, il faudra faire un bon chrono. Et puis c'est vrai que voilà, ça a été évoqué, mais c'est vrai que le Tour de France, ça me fait rêver, donc forcément, faut être bon en chrono si on veut jouer un classement général. Forcément, le Tour de France. C'est le mois de juillet, c'est le rendez-vous, c'est les vacances scolaires, c'est les coureurs que tu vas voir au bord de la route. Et puis par chez toi. Alors il me semble que tu es originaire du Massif Central par là-bas, non? Tu es licencié au club de Rion? C'est ça, ouais, je suis licencié au club de Rion et du coup le Tour de France va venir pour quelques jours dans ma région. Donc je suppose que tu vas forcément aller voir. Ça fait rêver. Alors voilà, le Tour de France, on en parle, mais en même temps. Aller voir du coup, parce que je serai au Val-Romé. Oui, c'est vrai, ça va tomber au moment où tu vas être au Val-Romé. Ouais. Tu vas même pas pouvoir aller voir l'arrivée mythique, au Puy-de-Dôme. Non, du coup, je vais rater l'arrivée au Puy-de-Dôme pour pouvoir faire le Val-Romé. Bon, c'est pour la bonne cause. Ça va quand même. Tu parlais notamment de l'Imbugé Val-Romé Tour. Quels sont tes autres objectifs pour 2023? Alors moi, je vais avoir comme premier objectif du coup la course de la paix. Normalement avec l'équipe de France, donc ça faudra quand même d'abord que je sois sélectionné parce que j'ai pas encore couru, donc voilà. Ensuite le trophée au Sarland, une coupe des nations avec AG2R Citroën mi-juin, et puis du coup le Val-Romé mi-juillet avec AG2R. Tu parlais de toute la structure, qui t'entoure maintenant, qu'AG2R t'entoure notamment avec les sollicitations médiatiques qu'il y a eu. Est-ce que tu as conscience qu'AG2R ne veut pas perdre un espoir comme Romain Grégoire, il y a quelques temps, qui était parti avec la Conti Groupama FDJ. Est-ce que tu as conscience de ça, que pour AG2R, c'est aussi un step important de pouvoir garder les jeunes avec des U19 qui performent déjà chez les juniors? Oui, c'est sûr qu'on a une bonne structure chez les juniors, donc voilà, ça permet de bien progresser. Après, c'est vrai que AG2R Citroën a perdu Romain au passage des juniors chez les espoirs. Après, voilà, on verra pour moi comment ça va se passer, mais c'est sûr que je me sens bien pour l'instant avec AG2R Citroën, donc on verra. Tu as conscience, je relance Léo sur ça, François-Pierre, avant de te donner la parole, parce que tu as conscience qu'aujourd'hui il y a un vrai marché entre guillemets au niveau des juniors, au niveau de ces coureurs qu'on va chercher de plus en plus tôt, qui vont percer derrière de plus en plus tôt sur la route aussi chez les professionnels. Et est-ce que tu as conscience de ça? Oui, bien sûr. C'est vrai les sollicitations, t'en as eu beaucoup. Oui, c'est sûr. Puis il y a quelques années, on s'intéressait pas forcément aux juniors. Maintenant, les équipes pro s'intéressent de plus en plus aux juniors dès qu'ils arrivent junior 1, junior 2. Après, on voit qu'en plus, ça va de plus en plus vite. Pogacar gagne le Tour en étant espoir 2 ou espoir 3, je crois. Donc voilà, c'est juste énorme. Donc faut être bien prêt et bien mature à ça, parce que c'est vrai que ça peut vite on peut vite perdre la tête et puis vite plus être concentré sur le vélo et juste être à droite à gauche tout le temps. Là c'est vrai que j'arrive à être bien structuré et puis bien encadré pour pouvoir gérer ça et puis rester bien concentré sur ce que j'aime faire du vélo. Ouais, puis on rappelle que t'es lycéen, que tu passes ton bac cette année. Voilà, on rappelle aussi. Ça quand même. Vas-y. C'est aussi important. Non, j'allais te demander par rapport à d'autres jeunes que tu connais peut-être, Lenny Martinez, Romain Grégoire évidemment, puisque tu as dû le connaître chez les jeunes. Est-ce que tu es ambitieux dans le sens, tu t'es fixé un objectif en disant dans 2, 3 ans, 4 ans, je veux participer au Tour de France? Est-ce que tu as déjà parlé de ça avec ton équipe? Ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, c'est de dire juste, voilà, on attend peut-être H2R, comment ils vont construire un effectif U23 l'an prochain? Est-ce que tu vas passer chez les pros l'an prochain? Enfin, je ne sais pas, parce qu'on sait que ça va plus vite. Tu disais Pogacar, on se rappelle à 18 ans ce qu'il faisait déjà. Oui, c'est sûr que maintenant tout va plus vite. Après, forcément, oui, j'ai des idées derrière la tête, et puis j'aime bien avoir des objectifs un peu à long terme.
Après voilà, je prends quand même les saisons une par une. J'ai déjà ma saison de Junior 2 à faire sur la route. J'ai toujours pas commencé, donc je vais déjà me concentrer sur cette saison de Junior 2. Et puis après, on verra l'année prochaine ce que je ferai. Et puis les années futures. C'est qui ton modèle chez les pros qui t'inspire le plus? Est-ce que tu as un coureur particulier, tu dis lui, vraiment, je ressemble à ce gars-là et je regardais comment il fait lui? Bah alors moi, j'étais vraiment quand j'étais plus petit, j'adorais Christopher Froome. C'était vraiment mon coureur que j'adorais. Après maintenant, ces dernières années, je pense que c'est un peu plus compliqué de dire que j'ai vraiment un coureur que j'adore parce que peut-être que l'année prochaine je vais courir avec lui, donc voilà, je peux pas dire je suis fan de ce coureur. On sait très bien que tu veux faire sauter Pogacar, allez c'est bon ça va. Non mais après c'est sûr, voilà, tous les coureurs qui jouent devant un général de Tour de France, ils sont tous impressionnants et puis faut tous s'en inspirer un petit peu, prendre de chacun un petit peu et puis voir comment ils ont fait en junior, comment ils ont fait en espoir pour essayer de voir ce qui est le mieux à faire. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus chez les pros, Léo? Parce que j'imagine qu'à ton niveau, tu perces, là, tu vois, tu commences à gagner des courses, mais on sait qu'il y a toujours une grosse étape quand même avec le monde professionnel. Ah, bien sûr. J'ai vu par exemple, pour pas dire, sur le Tour de Catalogne, on en parlera plus tard sur le Vélo Podcast, mais on voit Lenny Martinez sur les cols par exemple. On sait que l'an passé, il écrasait un peu tout. On voit que maintenant, c'est un peu plus compliqué, les cols sont plus longs, ça va plus vite. Toi, qu'est-ce qui t'intrigue le plus? Ouais, bien sûr. Oui, pour parler du Tour de Catalogne, justement, Lenny, ce qu'il fait sur la première étape où ça arrive au sommet, c'est juste énorme. Il arrive à faire, je crois qu'il fait 15 ou 16 à même pas une minute de Remco et Roglic. Enfin, c'est quand même le gratin mondial. C'est ceux qui vont jouer la victoire sur le Tour de France. Enfin, pas Evenepoel, mais Roglic. Et puis après, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de Kian Brooks qui arrive aussi dans le groupe de leaders. Il fait top 10, ouais. Ouais, voilà, tout va plus vite. Ouais, c'est vraiment impressionnant et puis chez les pros en fait tout impressionnant, comment ils s'entraînent, comment ils gèrent les courses, tout est fou. Tu as déjà été au contact de la structure professionnelle d'AG2R parce que là tu es dans la structure 19, entre les professionnels et U19, il y a les U23, les espoirs. Est-ce que tu as déjà été au contact des plus grands? Alors nous on fait pas de stage du coup avec la World Tour, c'est beaucoup trop compliqué, puis on n'a pas les mêmes plannings, ils reprennent beaucoup plus tôt la saison. Après par contre des fois on peut se doucher dans le bus quand on fait les mêmes courses qu'eux, ou alors des fois on a des entraîneurs qui viennent avec nous sur les stages, mais après les coureurs non, moi j'ai jamais côtoyé les coureurs. Mais je sais que sur Paris-Roubaix, ils doivent faire 1 ou 2 jours de reco avec les pros, ceux qui font Roubaix. Je voudrais juste revenir sur le profil de coureur. On en a parlé il y a quelques secondes. Tu parlais de coureur, t'as pas envie d'en citer un parce que tu vas peut-être te retrouver sur la route dans pas longtemps avec lui. Ça, je peux le comprendre, il y a pas de souci. Mais est-ce que par exemple des profils comme Van Der Poel, comme Van Aert, qui sont des cyclocrossmen exceptionnels, qui sont des coureurs sur route qui font rêver, qui font... Alors je vais oser le terme, hein. Ils font bander quand même quand tu les vois quand même sur la route, dans leur manière de courir. Quand tu vois Van Der Poel remporter Milan-San Remo avec la manière, est-ce que finalement on se dit le Tour de France c'est le raccourci qu'on fait un peu avec les Français, mais si je deviens un Van Der Poel ou un Van Aert à mon niveau, à ma propre échelle, ça sera déjà pas mal et je vais me faire plaisir sur le vélo parce que ces gars-là c'est du cyclisme plaisir. Ouais, c'est sûr que Van Der Poel et Van Aert ils sont juste impressionnants. Après, j'ai pas quand même tout à fait le même profil qu'eux. Je pense que si on prend un cyclocrossman là dans ces années-là, je serais plus proche de Pidcock, j'allais t'en parler. qui est quand même plus un grimpeur. C'est vrai que moi j'ai un profil pas forcément adapté au cyclocross parce que je suis assez léger et justement pas normalement performant sur les efforts. Sur les relances et tout ça, je suis pas le meilleur là-dessus. Et puis, finalement, le cyclocross, en fait, ça m'aide vachement à développer ses qualités. Et puis, je suis de mieux en mieux là-dessus. Mais après, me comparer à Van Der Poel ou Van Aert, non, je pense pas que je sois comme eux. Ils aiment vraiment les bosses, moins de 5 minutes. C'est ce qui leur correspond le plus. Moi, c'est vraiment les ascensions assez longues. J'allais t'en parler de Pidcock en fait, parce que je te parle de Van Aert et de Van Der Poel parce que c'est quand même les deux top coureurs mondiaux. Pidcock, c'est le gars qui est toujours là, mais c'est vrai qu'il est dans une filière différente par rapport à Van Aert et Van Der Poel. Il est aussi présent en VTT, Thomas Pidcock. Est-ce que, alors,
on apprend à te connaître. Est-ce que tu fais aussi du VTT en compétition ou juste pour le plaisir? Et puis Pidcock, il a un profil de coureur, on voit il remporte les Strade Bianche et l'Alpe d'Huez, il est aussi à l'aise dans la filière longue, c'est un peu ce que tu nous décris. Oui, c'est ça. Je pense que je me rapproche plutôt d'un profil comme Thomas Pidcock. Après, pour le VTT, non, je fais pas de VTT même à l'entraînement. C'est vrai que maintenant, on a quand même faire du cross, de la route, du vélo de chrono, c'est compliqué de faire aussi du VTT, sachant que maintenant, les parcours de cross sont de plus en plus rapides, donc ça fait de plus en plus mal au dos. Le vélo de chrono, ça fait mal au dos. C'est compliqué de tout faire, quoi. Ouais, c'est Van Aert et Van der Poel, c'est toi qui ressemble plus à eux, Guillaume, hein, je crois, dans le profil physique, je pense. Hein, en punch, en profil physique, quoi, en termes de poids quand même, non, je fais 30 kilos plus que. En poids de forme, vous êtes pareil, je pense, oui, non? Oui, bien sûr, vas-y, passe à autre chose. Non, Léo, juste pour évidemment parler du cyclocross aussi, c'est quoi à terme ton envie? C'est de faire comme Van Aert et Van der Poel, faire la saison de cyclocross et la route? Ou est-ce que tu vas devoir faire un choix un jour? Non, moi j'aimerais beaucoup faire en fait comme eux, ouais. Je pense que c'est vraiment possible d'attaquer une saison de cross à partir de mi-novembre et puis d'aller jusqu'au championnat du monde. Fin janvier, hein, si je me trompe pas, hein, c'est ça, fin janvier à peu près. Ouais, championnat du monde c'est fin janvier, début février, ça dépend des années. Et faire des saisons comme ça, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait me correspondre et qui me ferait envie, parce que c'est vrai que voilà, un hiver sans faire de cyclocross, c'est quand même assez long, assez ennuyeux. Là, au moins, on a des courses les week-ends, ça passe plus vite, il y a toujours de la confrontation le week-end, donc non, faire du cyclocross, j'ai envie de continuer pendant un bon petit moment encore. Et après, pour en avoir parlé avec certains en Suisse notamment, hein, aussi où il y a des très bons cyclocrossmen, souvent ils nous disent c'est que c'est pas parce qu'on fait du cyclocross qu'on n'est pas bon en route après le reste de l'année. Hein. En fait, souvent il y en a qui disent oui, mais c'est parce que tu t'es pas entraîné l'hiver, mais rien à voir. Enfin, je pense que tu peux confirmer ça. Hein. Oui, bien sûr. Faire du cyclocross, on s'entraîne pareil que en fait si on faisait pas de cyclocross. C'est juste qu'on a une compétition le week-end. Ça permet justement à l'entraînement, au moins on a un objectif le week-end, donc c'est beaucoup plus motivant. Et puis après, si on prend cette année en junior, il y a quand même en Suisse en plus Yann Christen qui gagne le championnat du monde de cyclocross et qui est champion d'Europe sur route, qui fait troisième du Val-Romé, qui gagne le Pays de Vaud. Qui fait une grosse saison sur route, donc non, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pendant quelques années, on a eu ce discours de dire le cyclocross, non, ça va cramer les gars pour quand ils vont arriver sur route ensuite. Et je vais revenir à Van der Poel et Van Aert, mais ils ont complètement dépoussiéré cela. Ils ont complètement dépoussiéré cette vision qu'on avait il y a quelques années encore, et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment complémentaire. Que t'as plus d'un gars aujourd'hui pas encore en France, Guillaume. Hein. Pas encore en France, par exemple. Moi, je trouve que tu vois, en Belgique et aux Pays-Bas, cette culture, ils l'ont depuis des années. Nous, on l'a pas. Hein. Rappelle-toi ce qu'on disait à Francis Mouret à l'époque. Enfin, tu vois, ça fait remonter des souvenirs. Oui. Hein. Mais tu vois, même Clément Venturini, au final, tu te disais aussi parfois, t'avais l'impression qu'on le voyait plus trop dans les courses sur route. Après, il a eu je crois, des pépins de santé. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'en France, on a encore un travail presque dans la culture, en fait. Alors, ce qui va être super chaud. Je vais relancer Léo sur ça. Tu parlais de Clément Venturini qui est champion de France de cyclocross et qui fait partie de la structure AG2R. Clément Venturini qu'on voit finalement pas beaucoup l'hiver en cyclocross. Est-ce que tu as des discussions avec AG2R, avec ton staff, pour qu'ils te laissent pas mal de place pour faire une vraie belle saison de cyclocross, je vais pas dire écourter la saison sur route, mais en tout cas qu'ils te laissent vraiment de la place l'hiver et pas avoir des saisons écourtées comme Clément Venturini? Oui, alors pour par exemple cette année, moi j'ai pu faire comme j'ai voulu. Ils m'ont laissé arrêter la saison sur route assez tôt. J'ai arrêté après le Val-Romé, et puis après je me suis vraiment concentré à fond sur le cyclocross. Donc on m'a laissé faire. Cette année c'est pareil. J'ai envie par contre de continuer moi un peu plus la saison sur route, donc j'attaquerai cette année le cyclocross sûrement plutôt à partir de mi-novembre. Mais moi on me laisse faire un peu comme j'ai envie pour l'instant. Donc après moi je suis encore avec les juniors cette année, donc j'ai pas j'ai pas de contrat, moi j'ai pas d'employeur, donc c'est différent. Après pour revenir à Clément il fait quand même quatrième de la Coupe du Monde à Besançon, il fait 10e du mondial cette année, l'année dernière il fait 4e du mondial. C'est pas rien, enfin Clément il est dans les tout meilleurs mondiaux, hein. C'est pas parce qu'il court pas souvent en cyclocross que il est pas très bon, il est très très doué. Après il a fait des choix de
vouloir mettre l'accent sur la route avec notamment il y a 2 ans, il avait comme ambition de faire le Tour de France, ce qu'il a fait, et du coup, bah, il a fait un peu moins de cyclocross. Mais il me semble que cette année, il a envie de faire un peu plus de cyclocross encore. Donc voilà, après, faut voir ça avec lui. Moi, je sais pas ce qu'il veut faire, mais Non, mais bien sûr. c'est vrai que voilà, souvent on critique entre guillemets, pas forcément méchamment, mais on fait des constats sur la saison de Clément. Mais Clément, enfin, il est super fort. Un quatrième à Besançon, c'est exceptionnel. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'on a envie. Alors, c'est justement parce qu'on voit Clément arriver en peu de temps finalement en préparation en cyclocross au top niveau mondial, dans le top 10 mondial. On a envie de le voir plus sur la durée, performer beaucoup plus, ou en tout cas être beaucoup plus au contact sur les Coupes du Monde, notamment être au contact des meilleurs. D'ailleurs, je vais te poser la question. En France, donc il y a Clément Venturini qui est là, qui est un petit peu au-dessus de tout le monde. Pour toi, qu'est-ce qui manque pour que les Français, sur une saison entière, en Coupe du Monde, du début à la fin, puissent matcher avec les Belges et les Néerlandais en élite? Il manque quoi? Bon, en élite, moi, à mon avis, bah, il y a Joshua aussi. Je pense qu'on peut citer en Joshua Dubois, cyclocross qui est dans le top 10 mondial, à mon avis. Bah, après, ça dépend un peu des courses, des circuits, mais qui est à peu près dans le top 10 mondial. Après, je pense que c'est une question de quelques années. Là, en junior, nous, c'est pareil. On a, je pense, 3-4 gars qui sont dans le top 10 mondial. Donc, je pense que c'est vraiment question de quelques années. Avec François, du coup, le sélectionneur François Trarieux, avec le sélectionneur du cyclocross. Il essaye de pas mal travailler pour pouvoir avoir des jeunes qui performent en cyclocross et puis qui restent sur le cyclocross, parce que c'est vrai que bah, ces dernières années, en fait, tous les bons en cyclocross arrêtaient le cyclocross pour la route. Et c'est vrai que là, on est en train de recréer des jeunes pour pouvoir faire du cyclocross et puis qu'on arrive à les garder pour la suite et pour marcher en élite, quoi. Et puis Guillaume, faut pas oublier quand même qu'il y a aussi des monstres en face. Hein. On parle forcément des places de Venturini, même de d'autres Français. Ouais, bien sûr. C'est que quand t'as Van Der Poel et Van Aert, on est sur quand même une cuve exceptionnelle. Hein. On est deux coureurs, en fait, on peut pas les battre quand ils sont là, quasiment pas. Je veux dire, il faut vraiment. Non, mais je sais très bien, mais le but, c'est quand même d'aller les rivaliser. Alors peut-être pas Van Der Poel, Van Aert, mais au moins ceux qui sont juste derrière, les Van Tourenhout, Iserbyt et compagnie, d'aller matcher avec eux toute la saison. Ça, c'est vrai. Tu vois, le but c'est quand même d'aller de regarder le top niveau. C'est vrai que on parlait des jeunes, il y avait aussi un Michael Crispin chez les jeunes qui était ultra fort et qui aujourd'hui n'est pas forcément au top niveau, et on attend aussi de ces gars-là qui puissent passer le step chez les élites. FP, est-ce que on a fait le tour un petit peu? Bon, je pense qu'on a fait le tour, et puis on espère le revoir avec nous dans Vélo Podcast quand il nous parlera de ses victoires cette année en 2023. Alors, sache une chose, Léo, c'est que nous, dans le passé, dans Vélo Podcast, on a quand même eu le nez creux parce qu'on a invité Lenny Martinez quand il était encore junior. On a invité Kevin Vauquelin avant qu'il passe chez les professionnels. Quand tu vois ce que ça est devenu, franchement, nous, on veut pas dire. Hein. On n'est pas révélateur de talent, mais presque quand même. Hein. Bon, bah, ma voix est toute tracée du coup. et encore, t'as oublié Mathilde Gros quand même, aussi en piste, hein, quand même, faut le dire. Et puis Romain Grégoire, et puis sans oublier aussi, je crois, Valentin Retailleau qui est chez H2R. Aussi. Oui, exactement. On a quand même eu des jeunes talents qui ensuite remportaient des titres. Donc, bah, désolé, mais t'es obligé de remporter des titres maintenant. C'est comme ça, quoi. Ouais, bon, on va essayer. Hein. Bon, en attendant, juste le bac, ça a été. C'est quoi comme filière que tu as passé, passes? Alors moi du coup je suis en terminale avec maintenant c'est des spécialités, donc du coup moi j'ai spécialité SES et histoire géopolitique. Ah, SES représente, c'est bien. Et j'avais mes épreuves lundi, mardi du coup. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Bon, peut-être pas aussi bien que sur un vélo, mais ça va. L'objectif, t'as des poursuites d'études, des envies de poursuite d'études, même si tu veux te concentrer sur le vélo, je pense. Après, tu as peut-être des envies, des objectifs, des projets. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien faire un BTS l'année prochaine. Après, essayer de l'aménager pour pouvoir le faire sur 3 ou 4 ans et puis pouvoir faire du vélo comme il faut. Après, voilà, c'est toujours bien d'avoir un bagage scolaire et puis faire aussi un peu autre chose que du vélo, parce que c'est vrai que quand on s'enferme vite à faire que du vélo, bah ça peut être compliqué, on n'a plus trop de lien social et tout, donc
voilà, aller à l'école, ça permet au moins de faire quelque chose de la journée et pas que du vélo. Ouais, t'as raison Léo, parce que c'est vrai qu'on avait plus d'un gamin performé en junior, en espoir, et puis après, derrière, être un peu dégoûté par... voilà, le vélo, cette grosse machine. Ouais, la grosse machine, ce tambour dans lequel tu t'embarques après quand tu arrives chez les grands notamment. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une vie en dehors et de prendre du plaisir. Léo Bizio, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. Merci à vous pour l'invitation. Et puis on se revoit en 2024, quoi, voilà. Ouais, j'espère. L'invitation est prise. Allez, parfait. FP, puis, merci beaucoup. On fait le point. Guillaume. Toujours pas la naissance, une demi-heure après le début du podcast. Je vais aller la voir et puis je te dirai. Mais non, je crois que c'est tout bon. Et puis non, mais en tout cas, nous on se retrouvera. On fera un débrief sur le Tour de Catalogne évidemment, parce qu'il y a Lenny Martinez, on en a brièvement parlé. Puis on fera également un point sur les Flandriennes aussi, hein, parce qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, il y a une grosse semaine de Flandrienne et la semaine prochaine, le Tour des Flandres. On va refaire un Vélo Podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. Merci Léo, à très bientôt. Merci FP, à très bientôt. Et à bientôt dans Vélo Podcast. Ciao, ciao.